C'est demain que s'ouvre à Bamako le 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement du SILS. Déjà, plusieurs chefs d'État sont arrivés cet après-midi dans notre capitale. Au même moment, la 50e session ordinaire du Conseil des ministres de l'organisation s'achève et le Mali assure désormais la coordination de ce conseil. Il y a un an jour pour jour que 276 lycéennes ont été enlevées au nord-est du Nigeria par des hommes du Boko Haram, mais 50 d'entre elles parviennent à prendre la fuite. Cet enlèvement suscite encore l'émoi de la communauté internationale. Nous ferons le point avec Sidiki Dambélé. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du soir. Bamako, la capitale du SILS, sont déjà arrivés, donc plusieurs chefs d'État dans notre capitale. Vous le voyez sur ces images, le président tchadien Idriss Déby Itno, accueilli par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Le président tchadien, premier chef d'État, a foulé le sol malien. Le président Idriss Déby Itno qui salue les différentes personnalités à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Deuxième personnalité, le président du Burkina Faso, le président Kafando. Il salue ici les différentes personnalités. Troisième chef d'État, le président du Niger, Mahamadou Issoufou. Il faut rappeler qu'au cours de cette session, le président Keïta sera investi à la tête de cette organisation. Et d'autres personnalités sont attendues demain, ici à Bamako, pour ce sommet. Voilà, c'était une véritable fête à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Oui, à son arrivée, le président tchadien a donné ses impressions sur la session de Bamako. Idriss Déby Itno est au micro de Mamoudou Sidibé que nous écoutons. Le sommet de Bamako, c'est un sommet ordinaire de SILS. C'est un sommet tournant. Chaque sommet, c'est le 17e sommet, je crois. Chaque sommet, ça se passe dans un pays. C'est dans ce cadre-là, bien sûr, que nous avons choisi Bamako. Et évidemment, après, c'est le président Ibeka qui prendra la présidence en exercice du SILS. Je lui céderai demain. Donc c'est pour ça que nous tenons le sommet ici. Qu'attendez-vous du sommet de Bamako? Beaucoup de choses. Nous sommes tous des Sahéliens. Nous avons, je pense qu'il y a beaucoup de défis ensemble. Nous allons nous pencher sur l'ensemble des défis qui concernent les défis sécuritaires, alimentaires, environnementaux, en fait, disons, autant de défis importants. Nous allons nous pencher sur toutes les préoccupations des populations du Sahel. À suivre au cours de cette édition d'autres réactions des chefs d'État. Les travaux de la 50e session ordinaire du Conseil des ministres du comité parlementaire donc inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel se sont achevés aujourd'hui. Le Tchad a passé les témoins de la coordination du Conseil des ministres au Mali. Les travaux de Bamako ont fait des recommandations aux États membres pour préserver les acquis. Ces travaux se sont déroulés en prélude au 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvre demain dans notre capitale. On fait le point avec Boubacar Sissoko.
Les sujets inscrits à l'agenda de cette 50e session ordinaire du Conseil des ministres du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, étaient si importants que les ministres n'ont pu les évacuer qu'en 2 jours au lieu d'un initialement prévu. D'importantes résolutions ont été prises. La signature de la seconde convention révisée. 2. L'adoption du programme de travail 2015-2019, PT 15-19. L'adoption du projet de révision du Conseil régional sur la sécurité alimentaire, le CORESA. L'appurement des arriérés de contribution des États membres. L'augmentation des niveaux de contribution des États membres, l'adoption du projet de révision de la politique de rémunération du personnel du SILS, la nomination d'un nouvel auditeur interne du SILS. Par ailleurs, les ministres de l'organisation ont demandé de mettre l'accent sur des nouveaux projets de développement qui intègrent les aspects d'adaptation et de résilience des populations des pays membres au changement climatique. Notre institution, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, s'est beaucoup investie ces dernières années dans la mobilisation d'importants financements pour la mise en œuvre des programmes et projets au bénéfice des populations sahéliennes et ouest-africaines. Nous saluons cette démarche et invitons les partenaires techniques et financiers à accompagner le SILS dans cette dynamique pour l'accomplissement de sa mission. Par ailleurs, j'invite les cadres du SILS à œuvrer davantage dans la recherche de nouveaux créneaux de développement et de recherche qui intègrent les aspects d'adaptation et de résilience climatique pour aider les populations sahéliennes et ouest-africaines à faire face aux effets du changement climatique. Cette 50e session ordinaire du Conseil des ministres du SILS passe le témoin de la coordination au ministre Boukari Keïta du développement rural du Mali. La session s'est tenue en prélude à la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvre demain mercredi ici à Bamako. Justement, à la fin des travaux, le ministre malien en charge du développement rural, Boubacar Keïta, mesure tout l'enjeu de la présidence de l'organisation assurée désormais par le Mali après le Tchad. Pour le ministre malien, donc, le Mali mettra toute son expérience en matière d'agriculture pour réaliser l'autosuffisance alimentaire dans les 13 États membres. Nous écoutons le ministre malien au micro de Boubacar Sissoko. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu d'être sorti de la crise, d'avoir redressé notre pays. Et comme nous avons dit, nous avons l'habitude de le dire, Mali is come back. Nous avons non seulement bénéficié de l'accompagnement de la communauté internationale, mais de sa grande confiance pour nous confier aujourd'hui les destinées d'une organisation sous-régionale extrêmement importante, le SILS. Et puis voyez-vous les coïncidences. C'est la première organisation sous-régionale dont nous allons présider les destinées. Et cette organisation internationale a essentiellement pour vocation la sécurité alimentaire. Au moment où les plus hautes autorités de notre pays ont fait de l'agriculture le moteur de notre développement, en y consacrant suffisamment de ressources. Donc il y a une grande cohérence. D'abord, on se rend compte que nos choix sont pertinents. Et deux, il y a une cohérence entre nos choix et notre environnement. Je pense que tout cela, c'est extrêmement important. C'est là que je vous dis que nous allons mettre notre présidence au service de notre objectif, qui est de nourrir en qualité et en quantité les Maliens. Mais au-delà des Maliens, je me suis intéressé à savoir les populations des pays du SILS. C'est plus de 230 millions d'habitants. Les pronostics pour les années 20-30 ne sont pas réalisants. C'est-à-dire que le Mali, pour nos capacités et nos potentialités, devra désormais ambitionner de prendre la charge de nourrir non seulement nos populations en qualité et en quantité, mais les populations de la zone 6. Donc la zone 6, c'est la zone UEMOA, la zone CEDEAO et au-delà, le Tchad et la Mauritanie.
Parlons toujours de cette importante rencontre que Bamako va abriter demain après la réaction du président tchadien. Nous proposons à présent d'écouter respectivement le président du Niger, Mahamadou Issoufou, et le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, suivi des réactions enregistrées par Abouy Touré. Je suis heureux d'être à Bamako. Je ne peux pas ne pas venir à l'occasion de cette réunion du SILS qui va avoir un peu mon frère et ami consacré président du SILS. Vous connaissez les relations qui existent entre nous, des relations fraternelles, des relations amicales, des relations militantes, je dirais. Je dis souvent aux gens ceux qui l'oublient que le président du Mali avait présidé le premier congrès, la mise en place du premier bureau politique du PNDS Taraya. Beaucoup de gens l'oublient peut-être. Donc il y a une grande amitié qui nous lie, une grande camaraderie qui nous lie. Il fallait que je sois là aujourd'hui. Et en plus, nous avons également des sujets communs sur lesquels nous devons échanger. Et non seulement en ce qui concerne le SILS, mais au-delà du SILS. Là, plutôt la réaction du président du Niger. Le président de la République a reçu hier le commandant de la force Barkhane, général Jean-Pierre Palassé, est venu rendre compte au chef de l'État des opérations en cours qui visent à neutraliser les terroristes dans la zone. Leur entrevue a également porté sur l'évolution de la situation sur le terrain, caractérisée par d'autres types d'opérations des terroristes. Jean-Pierre Palassé à sa sortie d'audience au micro de Ibrahima Traoré. Barkhane est maintenant sur les 5 pays du G5 Sahel. Il est important qu'à chaque fois, quels que soient les pays, je puisse rendre compte aux différentes autorités de tout ce que nous faisons, que ce soit au titre de la lutte contre le terrorisme ou que ce soit au titre du partenariat élargi. Ce dernier point étant essentiel parce que c'est ça qui fait que de plus en plus nous travaillerons ensemble, que ce soit Barkhane avec les forces de sécurité locales. Est-ce qu'aujourd'hui le mouvement des groupes armés sur le terrain dérange les opérations de Barkhane? Non, aujourd'hui Barkhane de manière inexorable et inlassable lutte contre les groupes armés terroristes avec quelques succès puisque nous arrivons à neutraliser beaucoup de personnes, à en capturer également. Nous arrivons à démanteler énormément de leurs caches. Nous luttons énormément contre leurs flux logistiques et je pense qu'on a des beaux succès. Alors il ne faut pas s'arrêter. C'est quelque chose qui se fera dans la durée. Il faut qu'on soit patient et il faut qu'on soit pugnace. Aujourd'hui, est-ce que Barkhane souhaite le désarmement et le cantonnement des groupes armés dans le nord du Mali? Barkhane souhaite la paix, bien évidemment. Et puis ensuite, évidemment, Barkhane est en soutien des autorités locales. Et évidemment, cette politique qui va vers la paix ne peut être que favorisée par Barkhane, bien évidemment. Parlons à présent diplomatie avec 6 rendez-vous à son agenda. Le ministre Abdoulaye Diop n'aura pas chômé hier à Washington. Des rencontres officielles avec celles avec la presse ou la société civile américaine. Il était sur tous les fronts pour porter haut la voix du Mali partout où il est passé. Le chef de la diplomatie malienne s'est efforcé à expliquer la position du pays et l'urgence de parachever l'accord de paix car selon lui, le temps est notre principal ennemi. Les détails avec Salif Sanogo. C'est loin des caméras que la sous-secrétaire d'État Biza Williams a reçu le ministre Diop au State Department. Lors de cet échange à huis clos, il a beaucoup été question de l'évolution du processus de paix et de la situation sécuritaire au Mali. 2 points largement évoqués lors des interviews accordées à la Voice of America. L'occasion pour le chef de la diplomatie malienne de donner un meilleur éclairage sur les tenants et les aboutissants de l'accord d'Alger dont le paraphe par la CMA se fait toujours attendre. Le même exercice a été renouvelé tout d'abord au CSIS, le Centre d'études stratégiques et internationales. Devant des acteurs de la société civile et d'organismes officiels, Abdoulaye Diop s'est employé à démêler le vrai du faux, l'information de la propagande, tout en mettant en exergue l'aspiration du Mali à la paix. Il a ensuite rencontré les responsables de Mali Moving Forward, conduite par l'ancienne sous-secrétaire d'État Viviane Derick, une structure qui, depuis le début de la crise en 2012, n'a de cesse de mobiliser l'opinion publique américaine en faveur du Mali.
Une tâche qu'elle entend poursuivre d'ailleurs. Cette journée marathon du ministre Diop s'est achevée par une rencontre avec le personnel de l'ambassade. Tout en notant les doléances des membres de la représentation diplomatique, il leur a demandé d'être chacun à la place où il se trouve des porte-paroles de la cause du Mali. Oui, Salif, c'est ce mardi que le ministre des Affaires étrangères a bouclé son périple d'une semaine aux États-Unis. Et pour cette dernière journée, Abdoulaye Diop a rencontré un panel d'acteurs de la société civile, du monde universitaire et des réseaux de networking pour leur parler du processus de paix au Mali. Un débat qui aura été enrichissant pour les participants et qui leur a permis d'avoir une meilleure lisibilité des enjeux sur le terrain. C'est du moins, en tout cas, la réaction de certains participants, n'est-ce pas, Salif Sanogo? Et ce que j'ai retenu, c'est que le ministre était très franc, très ouvert. Il a répondu à toutes les questions sans difficulté. Et il nous a donné vraiment une impression de comment que c'est complexe, comment que les Maliens veulent la paix, mais qu'il y a certains éléments qui sont moins prêts à aller vers la signature de l'accord qui a été initialisé à Alger. Donc on a l'impression que le Mali est très 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 proche. On espère que vraiment il y a ces derniers petits obstacles qui pourront être levés très très bientôt. L'ambassadeur Diop a une responsabilité formidable. Et il est un négociant très très équilibré et il connaît toutes les perspectives de tous les partis. J'espère qu'on peut renforcer la plateforme parce que je pense que c'est un groupe très très important pour la paix, comme l'ambassadeur Diop a dit. Et j'espère aussi que la société civile peut être renforcée et améliorée parce que la société civile est le cœur vraiment de la paix. Je pense que le ministre a fait un très très bon travail en expliquant le déroulement des négociations, en expliquant les difficultés auxquelles le gouvernement malien a été confronté dans le cadre de ces négociations et sur ce que le Mali attendait des rebelles, des groupes armés, etc. pour le futur du Mali. Donc c'est un exercice qui est vraiment utile pour pouvoir expliquer davantage la situation qui est assez complexe sur le terrain. Tout à fait. Et lorsqu'on lit en fait les news, on ne réalise pas à quel point la situation est complexe. Et je pense que vraiment la visite même du ministre aux États-Unis a permis d'éclairer le problème et nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Activité ministérielle toujours, le ministre de la Réconciliation nationale, Zahabi Ould Sidi Mohamed, a pris part du 9 au 11 avril dernier en Afrique du Sud à la rencontre des ministres des Affaires étrangères des pays d'Afrique et nordique, Danemark, Norvège, sur le thème « L'Afrique que nous voulons, un partenariat vers l'agenda 2063 ». À l'unanimité, les pays participants ont salué les efforts du gouvernement du Mali pour sa quête de paix et de réconciliation nationale. Tous les pays présents ont exprimé leur soutien au processus de paix d'Alger et au respect de l'unité et de l'intégrité territoriale du Mali. Là-dessus, nous écoutons Maken Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Nous l'écoutons au micro de Moussa Henri Maïga. Nous sommes venus ici en Afrique du Sud, dans cette belle province de Limpopo, pour prendre part à la 14e réunion ministérielle des pays africains et nordiques. Et nous avons, durant cette réunion, très clairement réaffirmé le soutien du président Macky Sall, président de la République du Sénégal, à son frère et ami, le président Ibrahima Boubacar Keïta, dans cette phase difficile que traverse le Mali. J'ai dit et redit la position claire, ferme du Sénégal. Le Sénégal travaille avec d'autres pays pour que l'intégrité territoriale du Mali, sa souveraineté soit respectée. Nous avons tout à fait appuyé, depuis le départ, le processus d'Alger, en soutenant l'initiative prise par l'Algérie de réunir toutes les parties prenantes à ce conflit pour trouver une issue pacifique, négociée à la crise. Et nous sommes félicités de l'accord qui a été obtenu. Le président Macky Sall a officiellement lancé un appel à tous les mouvements
du Nord qui était engagé dans les négociations pour qu'il signe l'accord qui a été obtenu. Donc dans cette phase que traverse le Mali, je ne puis que réaffirmer le soutien du Sénégal au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Mali. Nous ne pouvons pas accepter que le Mali soit divisé comme d'autres États le sont. Parce que si nous laissons faire, aucun de nos pays ne sera épargné. Donc voilà un peu la position que nous avons réaffirmée devant nos amis, les ministres des Affaires étrangères des pays nordiques, position qui a été très bien comprise. Thank you very much, Minister, for welcome. Autre grand titre de cette édition au Nigeria, il y a un an, 276 lycéennes de la ville de Chibok, au nord-est du Nigeria, ont été enlevées par les hommes de Boko Haram. Une cinquantaine de jeunes lycéennes parviennent toutefois à prendre la fuite, mais les 200 autres sont amenées de force par les hommes de Boko Haram. Cet enlèvement a suscité l'émoi de la communauté internationale. Un an après, peu d'informations circulent sur leurs conditions de captivité. Sidiki Dambélé. Veille à la bougie, prières et rassemblements étaient organisés pour l'anniversaire du kidnapping, le 14 avril 2014, de 276 lycéennes au total, dont 219 sont toujours portées disparues. Une marche a eu lieu à Abuja, la capitale, ce mardi, où 219 petites filles et adolescentes, vêtues de rouge, ont été placées en tête de cortège, tenant chacune un panneau portant le nom d'une des disparues. Le président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, a assuré qu'il ferait tout son possible pour retrouver les lycéennes. Selon les responsables du mouvement Bring Back Our Girls, ramenez-nous nos filles, 57 adolescentes ont réussi à s'enfuir dans les heures qui ont suivi le kidnapping. Mais aucun signe de vie des autres depuis la vidéo diffusée en mai 2014 par Boko Haram qui montrait une centaine de lycéennes voilées récitant des sourates du Coran. Le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a déclaré ensuite avoir converti les adolescentes qui n'étaient pas musulmanes et les avoir toutes mariées de force. Dans un nouveau rapport publié ce mardi, Amnesty International cite un haut gradé de l'armée selon lequel les otages sont gardés dans plusieurs camps de Boko Haram au Nigeria, mais aussi au Tchad et au Cameroun voisin. Plusieurs personnalités ont apporté leur soutien au mouvement Bring Back Our Girls, dont la première dame des États-Unis, Michelle Obama, et la jeune lauréate pakistanaise du prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai. Si ce rapt très médiatisé a suscité une émotion sans précédent à travers le monde, c'est loin d'être le seul crime de ce type commis par Boko Haram, rappelle Amnesty International. Selon l'ONG, au moins 2000 femmes et fillettes ont été enlevées au Nigeria depuis le début de l'année dernière. Retour à l'actualité nationale, plus de 500 balles de coton ont pris feu tôt ce matin à l'usine de la CMDT à la zone industrielle de Bamako. Les dégâts sont énormes, mais heureusement le feu a été maîtrisé à temps par une équipe de la protection civile. Khadija Toukone a fait un tour sur le lieu du sinistre. Voici son compte rendu. C'est ce mardi vers 1h30 du matin qu'un feu s'est déclenché à l'usine de la CMDT, sise à la zone industrielle. Alertés 30 minutes après, les soldats du feu ont pu maîtriser l'incendie. À notre arrivée vers 10h du matin, ils étaient encore là. Nous avons été alertés par notre station directrice qui est à Sogoniko pour un feu dans la cour de la CMDT. À notre arrivée, nous avons trouvé qu'il y a 588 balles qui sont la proie des flammes. Donc nous avons essayé dans un premier temps d'arrêter la propagation sur les balles non atteintes qui se trouvaient sur d'autres piles qui sont contiguës aux piles qui ont pris feu. Donc après ça, il y a à peu près 3 lances à débit variable qui ont été établies de 500 litres minute pour circonscrire maintenant le feu. Dépêché sur les lieux après l'annonce du sinistre, le ministre du Développement rural, Boubacar Treta, déplore ce qui est arrivé et rassure qu'une enquête sera bientôt ouverte. Nous allons laisser le temps au PDG de la CMDT de réunir son équipe, de commettre des spécialistes, de chercher donc à nous renseigner sur ce qui s'est passé. Et très froidement, nous allons tirer tous les enseignements et nous prendrons toutes nos responsabilités. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts sont énormes, car c'est plus de 250 millions de francs CFA qui sont partis en fumée.
Ouverture ce matin ici à Bamako de l'atelier d'évaluation des opérations d'achèvement et de pérennisation des acquis du RAVEC, recensement administratif à vocation d'état civil. Plus de 14 millions de numéros d'identification ont été attribués. L'objectif est d'évaluer le déroulement des différentes opérations qui sont tenues du 1er octobre au 31 décembre 2014. Compte rendu Moussa Fani. Plus de 15 millions de personnes recensées, dont environ 8 millions d'électeurs potentiels. Voilà les résultats obtenus des travaux d'achèvement et de pérennisation du RAVEC. Le RAVEC est au cœur de la modernisation du système d'état civil, lui-même commandant la modernisation de toute l'administration, avec les données biométriques qui génèrent des statistiques fiables, en même temps que le logiciel reste largement ouvert à des applications multiples. Suivant les informations qui nous sont transmises, le PAPEM procédera au câblage du centre de traitement des données, dotera les unités opérationnelles de collecte de 703 communes de mobilier, de matériel roulant. Le ministre de l'administration territoriale a invité les participants à formuler des recommandations pertinentes pour une meilleure pérennisation du RAVEC. Aujourd'hui, malgré les résultats satisfaisants atteints, convient d'identifier les faiblesses enregistrées non seulement pour des activités préparatoires, mais également pour des phases d'exécution, afin de formuler des recommandations pertinentes pour une meilleure organisation de la phase de pérennisation des dits résultats avant la tenue des élections communales et régionales du district de Bamako. Les dispositifs de recensement administratif à vocation d'état civil ont permis d'établir une base de données pour la production de listes électorales à l'occasion des élections générales de 2013. Le président de la Cour constitutionnelle, Manassa Danyoko, a reçu en audience jeudi dernier Mme Diara Raki Tala, ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État chargée des relations avec les institutions. Deuxième du genre, le président de la Cour constitutionnelle du Mali et le ministre chargé des relations avec les institutions ont échangé sur l'état des relations existant entre les deux institutions. Et puis le président donc de la Cour constitutionnelle, Manassa Danyoko, a accordé 2 audiences à leur excellence Günther Overfield, ambassadeur d'Allemagne au Mali, et M. Gilles Iberson, ambassadeur de France au Mali, accompagné de Samuel Gourdon, 2e conseiller. Après avoir félicité le tout nouveau président élu de la Cour constitutionnelle, messieurs les ambassadeurs ont souligné l'intérêt que l'Allemagne et la France accordent à la démocratie et aux institutions et structures qui concourent à son renforcement. Activité politique maintenant. L'Alliance des forces démocratiques AFD a procédé cet après-midi au lancement d'un document de soutien à l'accord d'Alger. Cette alliance, qui regroupe plus de 18 partis et une dizaine d'associations, compte rencontrer dans les jours à venir toutes les couches socio-professionnelles du Mali afin d'obtenir le maximum de voix autour du projet. Le compte-rendu de Modibo Mariko. L'AFD, l'Alliance des forces démocratiques, apporte son soutien à l'accord paraphé par le gouvernement du Mali et des groupes armés à Alger. Pour l'AFD, cet accord constitue une avancée importante sur la voie de la restauration de la paix durable, de la stabilité et de la réconciliation nationale. Mieux, selon les responsables de l'AFD, cet accord, comparé aux autres, est de loin le meilleur. J'ai pris le temps de lire les anciens accords depuis Tamaracet. À Tamaracet, on disait que l'armée malienne devrait alléger sa présence dans les régions nord du Mali. Dans l'accord présent, il est dit que l'armée malienne va être déployée progressivement au bout de 12 mois dans les régions de... Dans le pacte national qui a été accompagné par l'ensemble des démocrates de ces pays, il est écrit noir sur blanc, un pacte national consacrant un statut particulier aux régions nord du Mali. Il n'y a pas de statut particulier dans l'accord actuel à une quelconque région. Et dans l'accord de Tamaracet, il était dit que 46% des richesses allaient être affectées aux régions nord du Mali. Dans l'accord actuel, il est dit que 30% des richesses nationales vont être transférées aux régions du Mali. Dans les accords précédents, il est écrit noir sur blanc qu'il y avait une amnistie pour les auteurs de crimes et autres. Dans l'accord actuel, il est dit qu'il y aura justice pour ceux qui ont violé, pour ceux qui ont été violés, pour ceux qui ont été mutilés, pour ceux qui ont été tués.
Donc pour moi, c'est des avancées. Pour ainsi avoir le maximum de mobilisation autour du projet, l'AFD a élaboré un mémorandum qu'elle soumettra à l'ensemble des Maliens. Et dans les jours à venir, l'Alliance, selon ses responsables, prendra son bâton de pèlerin pour rencontrer toutes les couches sociales du Mali. Les groupes socio-professionnels, la société civile, les partis politiques sont nos cibles. Donc nous allons amener l'ensemble des membres du gouvernement, les députés, les élus de la nation, le conseil des collectivités. C'est vers ces personnes que nous partons pour donner ces manifestes pour qu'elles signent. Beaucoup d'activités en perspective qui amènent les journalistes à se poser des questions sur les relations entre l'Alliance et les regroupements de la majorité présidentielle. Pour les responsables de l'AFD, leur alliance est constituée de plus de 18 partis politiques et une dizaine d'associations qui n'ont d'autres objectifs que de former très prochainement un parti politique. Aucune autre intention, selon eux, de faire ombrage à la majorité présidentielle dont elle est membre à part entière. À Sikasso, un projet pour l'accessibilité financière des populations rurales aux services de protection sociale vient d'être lancé. Ce projet concerne les régions de Kay, Tombouctou et Sikasso. Sa mise en œuvre sera assurée par l'Union technique de la mutualité malienne sur le financement du gouvernement espagnol, compte rendu Daouda Diakité. Fruit du partenariat entre l'Union technique de la mutualité du Mali et le gouvernement de Navarre d'Espagne, le projet intitulé « Projet d'appui à l'accessibilité financière des populations aux soins de santé de qualité et à moindre coût à travers l'extension de la couverture maladie » qui vient d'être ainsi lancé, vise à contribuer à l'amélioration de l'état de santé des populations en milieu rural. C'est un projet qui vient en consolidation des acquis du projet Kenya Sabatili, qui était un projet d'expérimentation de la phase pilote de la stratégie sur Sikasso, mais aussi il va permettre de consolider les acquis du projet d'appui à l'accessibilité financière des populations de la région de Tombouctou aux soins de santé de qualité à travers l'extension de la couverture mutualiste, et enfin il va permettre de revitaliser certaines mutuelles au niveau de la région de Kay. Dans le cadre de la stratégie d'extension de la couverture maladie à l'ensemble de la population, les mutuelles sont appelées à couvrir 78% de Maliens. Donc le chantier il est à la fois énorme, mais c'est aussi un challenge pour l'ensemble des acteurs de travailler afin que chaque Malien, partout où il peut se trouver, ait accès à une couverture maladie sans que cet accès-là ne soit facteur de dépenses catastrophiques. 2 689 953 personnes, dont 1 300 747 pour la région de Sikasso, devront être intégrées dans le système de la couverture maladie et faciliter du coup leur accessibilité dans les structures de santé communautaires partenaires de l'UTM. Et les autorités régionales de s'engager à soutenir le projet qui s'inscrit parfaitement dans les priorités du gouvernement. Prévu pour une durée de 3 ans, le présent projet de protection sociale couvre les régions de Kay, Tombouctou et Sikasso. Le directeur général des impôts informe les entreprises et sociétés concernées et le public en général que suite à une modification apportée à certaines dispositions du Code général des impôts et du livre des procédures fiscales, le paiement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux IBIC et l'impôt sur les sociétés IS s'effectuera désormais à la date limite de la déclaration des résultats fixée au 30 avril de chaque année. Par conséquent, les redevables de ces impôts doivent déposer leur déclaration et procéder en même temps à leur paiement au plus tard le 30 avril 2015. Les entreprises et sociétés ayant déjà versé les acomptes provisionnels devront solder le reliquat à la date butoir du 30 avril 2015. Le directeur général donc des impôts invite toutes les entreprises et sociétés redevables de ces impôts à l'observance stricte de ces nouvelles dispositions. Cérémonie de passation de service ce mardi entre le directeur régional sortant de la protection civile de Kay et celui entrant, le lieutenant-colonel Chokura Samake, appelé à d'autres fonctions, passe les témoins au commandant Abdul Karim Kouloubali. La cérémonie a regroupé autour du directeur général adjoint de la protection civile les autorités administratives, politiques et les forces armées et de sécurité. Voilà, passation de service.
En 5e région, rôle des jeunes dans la conservation et la promotion du patrimoine culturel. Le sujet était au centre des échanges entre la Commission nationale pour l'UNESCO, la Direction nationale du patrimoine culturel et les différents acteurs du secteur. On fait le point avec Mahamar Ibrahim Touré. La rencontre nationale des acteurs et professionnels du tourisme à Djenné a regroupé les chefs des missions culturelles de Gao, Tombouctou, Bandiagara et Djenné. Elle se situait dans lesquels la conservation, la sauvegarde, la promotion du patrimoine culturel autour du thème le rôle des jeunes dans la conservation et la promotion du patrimoine culturel. Des menaces majeures pèsent sur ces biens à cause de l'utilisation des matériaux modernes dans l'architecture de la ville ancienne de Djenné, la forte pression démographique de la population, transgression des sites archéologiques du fait de l'occupation anarchique des espaces limitrophes, l'érosion naturelle des sites archéologiques. Nous avons bien voulu contribuer à travers cet atelier à l'éducation au patrimoine. Nous avons vu surtout la participation des jeunes de Djenné, je veux dire l'association Djenné Patrimoine, pendant la crise à Djenné, qui s'est mobilisée pour protéger les sites archéologiques, les sites du patrimoine. Plusieurs thèmes étaient à l'ordre du jour: la définition du patrimoine culturel, les types et catégories, le cadre législatif et réglementaire, les patrimoines archéologiques du Mali, cas de Djenné, delta intérieur du Niger, l'impact de la crise sur le patrimoine et le tourisme, la problématique de la gestion de la conservation des sites, rôle de l'État et les communautés locales. La rencontre a été rendue possible avec l'appui de la Commission malienne pour l'UNESCO. C'est donc la fin de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous avec l'actualité demain, 10h-13h, une présentation de Rachel Tessougué sur Pétagieux. Je serai là demain pour les éditions du soir. Mais retenez la principale information que c'est demain que notre pays accueille le 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement du SILS. Et déjà, 3 chefs d'État sont arrivés dans notre capitale. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.